petite précision, je suis co-auteur de l'ouvrage en question, puisque je l'ai écrit avec Olivier Thuillat, qui est donc enseignant-chercheur à l'université Paris-Nanterre. La question qui nous a animés avec Olivier, c'était celle-ci. En quoi l'accès au contenu culturel par les plateformes bouleverse-t-il l'ensemble des filières? Et donc, on a cherché ici à se pencher sur les conséquences que le développement de ces plateformes avait sur la production, la diffusion, la promotion. Et on a voulu regarder sur plusieurs filières. Donc, à la fois le secteur du livre, le secteur de l'audiovisuel, du cinéma, du jeu vidéo et du spectacle vivant. Et dans notre investigation, on a été très attentif évidemment aux nouveaux enjeux socio-économiques que posent ces plateformes, mais aussi aux rapports de pouvoir, aux tensions qu'il pouvait y avoir entre les acteurs, que ce soit les acteurs des plateformes, mais les acteurs des plateformes vis-à-vis des auteurs, des producteurs, des éditeurs, des diffuseurs traditionnels. Alors le point de départ, c'est finalement que l'accès au contenu culturel passe, vous le savez bien, de plus en plus par des plateformes depuis les années 2000. C'est un phénomène qui s'est accentué au cours de la décennie 2010. Ce qu'on voit, c'est que on le retrouve de manière particulièrement marquée du côté des jeunes générations. Des jeunes générations qui ont, en une décennie, si vous prenez la décennie 2010, on se rend compte que les usages numériques sont devenus majoritaires auprès des plus jeunes, qu'il s'agisse d'écouter de la musique, qu'il s'agisse de lire des livres, qu'il s'agisse de consulter des vidéos. Donc ils le font majoritairement sous une forme numérique. C'est une génération également qui prend ses distances vis-à-vis de pratiques culturelles traditionnelles, donc vis-à-vis par exemple des médias classiques, vis-à-vis de la radio. On voit bien que dans les audiences de la radio, les jeunes ont tendance à disparaître. Et les réseaux sociaux sont devenus également une source d'information incontournable pour les plus jeunes. Autre phénomène intéressant, c'est pas seulement un phénomène porté par les jeunes, c'est un phénomène aussi qui est lié à la trajectoire culturelle des baby-boomers. On perd un peu de vue cette particularité. Donc les personnes nées entre 1945 et 1954, c'est une génération qui, vous le savez, a été particulièrement nombreuse et une génération qui se distinguait par des pratiques culturelles particulièrement développées. Et ce qu'on constate, c'est que les générations suivantes, donc ce n'est pas que la dernière génération, mais toutes les générations qui ont suivi la génération du baby-boom ont eu tendance à moins s'investir dans un certain nombre de pratiques culturelles. C'est le cas de la lecture de livres, c'est le cas de la fréquentation des lieux patrimoniaux comme les musées, ou c'est le cas également de la fréquentation de concerts de musique classique. Et donc au fur et à mesure que cette génération est en train de disparaître, si je puis dire, ce qu'on constate, c'est une moindre fréquence de ces pratiques culturelles auxquelles viennent se substituer de nouvelles pratiques qui sont, cette fois-ci, plus associées au numérique. Le tout numérique, il faut bien voir que des consommateurs, plutôt des amateurs de culture qui consomment de manière exclusive en numérique, ça concerne aujourd'hui, en 2018, c'était les chiffres de français, 15% de la population. 15% de la population française n'accède à la culture que par le numérique, et c'était en 2018, et donc depuis, ça a sans doute encore progressé. Alors ce phénomène a été accentué par la crise sanitaire. Et nous, ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est investiguer surtout, comme vous le voyez sur la slide ici, c'est une approche socio-économique. On s'est beaucoup intéressé, non pas du côté de la demande, pas forcément du côté des pratiques culturelles, mais du côté des acteurs économiques. Et donc pendant plusieurs années, 5 années de recherche qu'on a menées, soutenues par un laboratoire d'excellence qui s'appelle Industrie culturelle et création artistique, qui est rattaché à l'université Sorbonne Paris-Nord. On a eu des financements, on a été lauréat de 3 appels à projets, ce qui a permis de financer nos recherches. On a mené de nombreux entretiens notamment, mais pas que, mais plus de 80 entretiens avec des acteurs de la culture, que ce soit des acteurs des plateformes, y compris des grandes plateformes, mais aussi des acteurs, des éditeurs, des producteurs, etc. etc. Alors je vais vous donner quelques tendances peut-être structurantes de
voilà, quelques éléments centraux qu'on retrouve dans notre livre. Dans notre livre, bien sûr, on souligne la centralité aujourd'hui prise par les plateformes dans l'accès au contenu culturel. Donc, ces plateformes que vous avez sous les yeux et que j'en suis sûr que vous situez bien. Et on détaille en fait les différents types de stratégies et de modèles économiques auxquels on est confronté aujourd'hui. On met en évidence qu'on a une première catégorie d'acteurs, sont les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, donc les géants du numérique américains qui sont devenus des acteurs majeurs dans l'accès à ces contenus culturels et médiatiques. Leur point commun à ces GAFA, c'est qu'ils sont tous partis d'un domaine particulier et ils se sont ensuite développés en cercles concentriques. Donc ils ont élargi progressivement leur périmètre d'activité. Donc le centre de gravité de Google, c'est la recherche d'informations. D'Apple, c'est les appareils électroniques. d'Amazon, c'est le e-commerce. De Facebook, qui s'appelle maintenant le groupe Meta, c'est le réseautage social. C'est leur point d'ancrage central, principal. Et à partir de là, ils ont étendu leur périmètre d'activité pour construire de véritables écosystèmes numériques. Lorsqu'on regarde leurs activités, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont tous plus ou moins présents dans un grand nombre de secteurs culturels. La particularité de ces acteurs, c'est que jusqu'à la fin des années 2010, ils ne produisaient pas directement des contenus culturels, ils se contentaient de les diffuser, de les distribuer. Et depuis la fin des années 2010, sont vraiment devenus des acteurs majeurs de la production culturelle. Il faut quand même distinguer parmi ces acteurs d'un côté, Facebook et Google, donc Alphabet sur la slide ici, qui, eux, sont des acteurs qui vont reposer uniquement sur un modèle publicitaire. Vous avez 80 à 100% de leurs revenus qui viennent de l'exploitation publicitaire. Donc le succès de ces acteurs-là, ça repose en fait sur leur capacité à exploiter ce qu'on appelle des walled gardens. C'est des jardins clôturés. Quand vous vous connectez à Google, quand vous connectez à Facebook ou aux plateformes de Facebook, vous êtes en fait généralement logué, donc identifié. La plupart, à Google, via votre smartphone, en fait, vous êtes identifié. Et donc, ça leur permet évidemment de recueillir des données personnelles très, très précises concernant vos goûts et vos pratiques, qui peuvent ensuite monétiser auprès d'annonceurs publicitaires. Et les annonceurs publicitaires n'ont pas d'autre choix que de passer par leur régie pour pouvoir effectivement faire de la pub. Donc eux, ils ont un modèle publicitaire et on les distingue d'Amazon ou d'Apple qui ont plutôt un modèle qui repose sur un écosystème de produits. D'un côté, vous avez l'écosystème Apple. Au cœur de l'écosystème Apple, eh bien, vous avez des appareils électroniques qui constituent l'essentiel du chiffre d'affaires d'Apple. C'est pas loin de 90% du chiffre d'affaires d'Apple qui est réalisé sur la vente de ces appareils. Mais pour que ces appareils est une valeur d'usage, eh bien, Apple propose aussi un système d'exploitation, des services, des plateformes. Et maintenant, Apple produit des contenus. Donc ici, la logique d'écosystème, ça consiste finalement à proposer des activités variées qu'on va articuler, faire fonctionner ensemble, et on va essayer de vous garder au sein de cet écosystème. Il y a moyen finalement d'avoir un appareil Apple, d'utiliser les logiciels Apple et de regarder des contenus Apple. On reste dans l'environnement Apple. Mais le modèle économique d'Apple, c'est essentiellement la vente d'appareils. Comme je disais, près de 90% du chiffre d'affaires d'Apple, c'est la vente de produits électroniques. Et Apple réalise l'essentiel de ses marges sur ces appareils, c'est-à-dire que ça ne coûte pas grand-chose en fait, Apple, de faire fabriquer ces appareils dans des pays à bas coûts salariaux en Asie du Sud-Est. Par contre, ça nous est vendu évidemment beaucoup plus cher. Même chose pour Amazon. Amazon construit un écosystème dans lequel on veut nous fidéliser, nous enfermer en quelque sorte. Et là, le modèle économique d'Amazon, il repose sur cette formule d'abonnement Prime. Je ne sais pas si vous êtes vous-même abonné, mais via Prime, vous avez la possibilité d'avoir tout un tas d'avantages, notamment une livraison prioritaire, etc. Mais aussi l'accès à des services culturels, Prime Vidéo, Prime Musique, Prime Podcast, Prime Jeux, Prime Gaming, etc. Et donc, le but d'Amazon, c'est de vous fidéliser via ces contenus culturels. Ils servent en fait de produits d'appel pour vous fidéliser dans l'environnement. Et si vous avez votre abonnement, eh bien, il a été montré que si vous avez souscrit un abonnement, vous avez tendance à consommer
le plus possible au sein de l'environnement Amazon pour amortir votre abonnement. Et Amazon également produit aussi beaucoup de contenu culturel. Amazon est l'un des acteurs les plus dynamiques en la matière, des contenus audiovisuels, du livre. Amazon est la plateforme numéro 1 en matière d'auto-édition, du livre audio aussi aujourd'hui de plus en plus. Mais avec toujours cette logique bien sûr de vous amener dans cet environnement Prime. J'aime bien la phrase de Jeff Bezos qui dit à chaque fois que l'un de nos films remporte un Golden Globe, ça nous permet de vendre plus de chaussures. Donc on voit bien la logique avec laquelle l'offre culturelle est construite chez Amazon. L'idée, c'est de vous amener dans un environnement commercial au sein duquel vous allez acheter plein d'autres choses. Ça, c'est les géants américains. Alors, je vais être plus bref sur les Chinois, mais on en parle dans le livre. On détaille davantage leur stratégie. Mais effectivement, voilà, on a essayé d'avoir une vision un petit peu moins ethnocentré et essayer de s'intéresser aux géants du numérique qui étaient dominants dans d'autres parties du monde. Donc les géants chinois, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Il faut bien voir qu'à partir de la fin des années 90 et le début des années 2000, ces entreprises ont réussi à fortement se développer sur le marché intérieur chinois pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la grande taille de ce marché intérieur. C'est l'émergence d'une classe moyenne chinoise de plus en plus connectée. Mais c'est aussi une politique numérique qui a été et qui est encore résolument protectionniste. Et ces Batix chinois ont connu une triple expansion, un peu comme les GAFA. Une expansion très forte de leur périmètre d'activité. On voit qu'ils sont aussi présents dans plein d'activités numériques, technologiques très différentes. Une expansion financière, ce sont des entreprises cotées en bourse. Alibaba et Tencent notamment font partie des premières valorisations boursières mondiales. Et une troisième expansion qui est géographique. Et là, ils se sont moins étendus vers l'Occident, mais beaucoup plus vers les pays d'Asie du Sud-Est, où les géants américains étaient moins présents, voire pas du tout présents, ou encore vers l'Afrique, où ces acteurs-là ont réussi à développer des services, des offres qui répondaient bien aux besoins d'une population ayant des revenus assez faibles, en réalité. Voilà. Alors les Batix chinois, ils restent relativement en retard par rapport à leurs homologues américains sur le plan technologique, financier, commercial. Et ils ont connu un coup d'arrêt ces dernières années qui a été lié d'une part à la première administration Trump. Et là, on va voir ce que va donner la suivante. Mais évidemment, il y a eu des sanctions qui ont été prises dans le cadre des rapports de force qu'il y a actuellement, rapports de force géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Et donc, dès 2019, une entreprise comme Huawei, par exemple, va être accusée d'espionnage, placée sur liste noire, obligée de quitter les marchés occidentaux. Aujourd'hui, on a le cas de TikTok, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, qui a été contraint de fermer pour être, pourquoi pas, revendu. Mais aussi, pour des raisons, ils ont connu un petit coup d'arrêt, pour des raisons aussi intérieures au niveau chinois. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, comme ces acteurs étaient devenus très puissants, il y a une volonté de la part du pouvoir politique chinois de reprendre en main ces acteurs économiques, dont les grands patrons commençaient à avoir des discours éventuellement un petit peu critiques par rapport au régime politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, Jack Ma a disparu, président d'Alibaba. Il est revenu, il avait tenu des discours très critiques sur le régime politique. Et il est réapparu quelques semaines plus tard et on ne l'a plus beaucoup entendu depuis. Donc il y a la volonté aussi, donc il y a eu des mesures en interne qui ont été prises pour remettre au pas les géants du numérique chinois. On développe ça dans le livre, mais des lois pour essayer d'encadrer davantage leur activité. Donc dans ces plateformes culturelles, on a les géants du numérique. On a aussi les opérateurs de réseau, les opérateurs télécoms sont en fait des acteurs qui sont très dynamiques en la matière. Donc les opérateurs de réseau qui ont mené ce qu'on appelle des stratégies de convergence. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est les stratégies de convergence ? Ça consiste à essayer de faire converger la fourniture d'un service d'accès à Internet et de téléphonie et la fourniture de contenu. Presse, films, séries, podcasts, etc. On fait converger tout cela. Et donc, effectivement, on a vu des géants des télécoms, au cours des années 2010, se positionner de plus en plus dans les contenus
culturels. Ces acteurs-là, ils ont aussi, se sont positionnés dans les contenus culturels aussi parce qu'ils étaient menacés par un phénomène qui est le phénomène de cord cutting. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme. Non. Pas mal d'anglicisme déjà depuis le début, c'est pas bien. Cord cutting, c'est le fait de couper le cordon. Donc en fait, il y a 10 ans, vous aviez votre abonnement Belgacom et vous aviez aussi votre abonnement télé via Belgacom. Bon, aujourd'hui, le consommateur de moins de 30 ans, il a son abonnement effectivement téléphone chez Belgacom, mais par contre, il n'a pas la télé chez Belgacom, il s'abonne directement chez Netflix. Ça, c'est le cord cutting. Ils ont coupé le cordon vis-à-vis des offres télévisuelles qui étaient une manne financière énorme pour les opérateurs télécoms. Donc ils ont perdu comme ça énormément de clients qui s'abonnent directement aux principales plateformes. Du coup, ils se sont dit, pour réagir à ça, pour faire face à ça, on va racheter des sociétés de production audiovisuelle, on va racheter des chaînes de télévision, etc. Donc c'est ce qu'on a vu. Quelques exemples ici de stratégie de convergence. AT&T aux États-Unis, ils ont racheté le groupe Warner Media. Et donc, c'est HBO, c'est CNN, etc. Ils ont lancé leur plateforme auquel vous avez accès aujourd'hui en Belgique. C'est HBO Max, la plateforme HBO Max. Donc, c'est une manière de récupérer comme ça des consommateurs qu'ils avaient perdus. Altis, en France, c'est SFR. Donc, un opérateur de téléphonie qui est devenu le 3e groupe de médias privés français. Ils ont racheté à tour de bras un grand nombre de journaux, l'Express, Libération, etc. Enfin, j'ai la liste, je détaille plus précisément dans le livre, l'ensemble des médias. Donc, avec l'idée, en fait, le modèle économique de ces acteurs-là, ça reste malgré tout de vous vendre du forfait. C'est-à-dire que l'argument d'Altis, très vite, ça a été de dire, moi, je vous vends un abonnement à de la téléphonie, un abonnement à de l'Internet à domicile. Et dans cet abonnement, en plus, vous allez avoir accès à une offre d'articles de presse, gratuits ou pas chers, etc. Et donc, en fait, la culture ici, en tout cas la presse, dans l'exemple d'Altis, sert de produit d'appel vers la souscription à des abonnements de téléphonie. Alors, ces stratégies de convergence, elles s'essoufflent. Ces acteurs tiennent pas la cadence par rapport aux GAFA, par rapport aux Netflix et compagnie. Donc à la fin des années 2010, on les a vus, les opérateurs télécoms, racheter à tour de bras des studios de production, etc. Et ils ont tendance, ou des journaux, ils ont tendance à se désengager. Altis a revendu une partie de ses actifs dans les médias parce que c'est très coûteux. Parce qu'ils n'arrivent pas à rivaliser avec les géants du numérique, mais parce qu'eux aussi, ils doivent eux-mêmes investir massivement dans la fibre optique, dans les nouvelles technologies de connexion. Alors après, on a des acteurs, ce qu'on appelle dans le livre des stratégies de domination de filière, on a des acteurs qui, eux, se positionnent plutôt pour dominer une filière en particulier. Ils n'ont pas une approche transversale, comme on peut le voir avec les GAFA ou avec les opérateurs télécoms. Donc, on va avoir ici des acteurs qui vont avoir des profils plus spécialisés, comme Netflix, comme Ticketmaster, comme Spotify. Alors là, j'ai pas le temps de développer ici, mais ce sont des acteurs qui ont en commun d'être financiarisés, d'être cotés en bourse, bien sûr, pour financer ce type de stratégie, d'être de plus en plus verticalement intégrés. Donc de plus en plus, ils produisent les contenus qu'ils diffusent. C'est le cas de Netflix en particulier. C'est le cas de Microsoft avec son offre Game Pass. Microsoft a racheté à tour de bras des studios de production de jeux vidéo pour pouvoir mieux les diffuser via son offre d'abonnement. Et ce sont des entreprises aussi, bien sûr, qui sont fortement internationalisées. Alors, je n'ai pas l'occasion de développer davantage ici ces acteurs, car le temps m'est compté. Mais ce sont des acteurs qui, par ailleurs, ne sont pas toujours rentables. Donc Netflix est rentable depuis quelques années. Spotify, on va voir cette année si ce sera le cas. Pour le moment, les résultats sont positifs. Ils vont annoncer début février leur résultat annuel. Mais ça pourrait être la première année où Spotify serait rentable sur une année complète. Donc eux, ils cherchent à dominer une filière en contrôlant l'aval et l'amont, la production et la diffusion. Un acteur un peu spécifique, c'est Disney.
Disney qui a une stratégie qu'on peut appeler transmédiatique, c'est-à-dire que Disney part d'une œuvre de fiction, un film, une œuvre audiovisuelle, et Disney ensuite traduit cette œuvre dans un grand nombre de produits dérivés. Des suites, des jeux vidéo, des mugs, des t-shirts, des jouets, etc., des attractions dans des parcs d'attractions. Donc c'est ce qu'on appelle une stratégie transmédiatique. L'intérêt de ce type d'approche, c'est que ça vous permet d'exploiter le succès d'une œuvre sur un temps long. Ça permet également de réduire l'incertitude. Vous allez amortir vos investissements de départ sur un grand nombre de produits dérivés qui vont vous permettre de rentrer dans vos frais. Dans ce type de stratégie, ce qui est important, c'est de récupérer, finalement, c'est la propriété intellectuelle. C'est de récupérer des droits sur des œuvres de fiction, et donc qu'on va pouvoir exploiter de diverses formes, exploiter des franchises de diverses façons. Et c'est pour ça que, finalement, depuis les années 2000, Disney a eu tendance à racheter Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, etc. Donc un grand nombre de catalogues de fiction qu'aujourd'hui Disney déploie dans sa plateforme Disney+, que vous connaissez sans doute, sa plateforme internationale qui a explosé, donc plateforme de vidéo à la demande qui a explosé au cours qui a été lancé en pleine crise sanitaire et qui a explosé à cette occasion. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que la vidéo à la demande, c'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires de Disney. Donc c'est devenu majeur quand on dit que la plateformisation de l'accès à la culture, c'est un tiers du chiffre d'affaires de Disney. Par contre, c'est une activité qui est très coûteuse et qui n'est toujours pas rentable pour Disney. Pour finir avec ces géants, avant d'aller voir des acteurs plus petits, ce qu'on voit, c'est que si ces acteurs, ces plateformes ont pu se développer, c'est parce que ce sont devenus des objets de spéculation pour les acteurs financiers, des acteurs du monde de la finance qui ont pu investir et parier sur le succès futur de l'une ou l'autre de ces plateformes, dont le modèle économique n'est pas toujours stabilisé, ni même rentable. Comme je disais, Netflix a longtemps été pas rentable. Spotify ne l'est pas encore tout à fait. Or, ce qu'on voit, c'est que ces grands acteurs des plateformes atteignent des valeurs boursières très, très importantes. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la structure de l'actionnariat. Pas simplement de se dire Amazon, c'est Jeff Bezos. Non, Amazon et compagnie, eh bien, à qui ils appartiennent ? Ils appartiennent à Vanguard, BlackRock, Capital Group, évidemment ça saute, Suspense, Fidelity, Rowprice, State Street, à des fonds d'investissement américains. Des fonds de pension principalement, des fonds d'investissement américains qui, chacun, quand vous les prenez ensemble, vous prenez ensemble les fonds que vous avez sous les yeux, ils vont posséder chacun 40% de Facebook, entre 25 et 35% de Netflix, de Google, de Microsoft. Ils vont posséder environ 20% d'Amazon, 20% d'Apple, 20% de Disney, etc. Donc en fait, la domination de ces grandes plateformes culturelles et médiatiques que j'évoquais ici, et d'ailleurs ils possèdent, petite parenthèse aussi, des parts significatives dans les géants chinois du numérique que j'évoquais tout à l'heure. Et donc la domination de ces grandes plateformes médiatiques et culturelles, elle est d'abord et aussi celle d'un capitalisme financier américain. Alors, ce qui nous a intéressé aussi dans ce livre, ensuite, c'était de voir comment, face à cette plateformisation, comment réagissent les acteurs de l'amont, de la production, et de l'aval. L'aval, librairie, salle de cinéma, etc. Comment ils font face. Et donc, on a identifié, au cours de notre enquête, plusieurs types de réactions. Premier type de réaction, l'affrontement. Certains acteurs traditionnels vont être dans une logique d'affrontement par rapport à ces plateformes. Alors, un exemple, Epic Games, qui développe un studio de développement de jeux vidéo, va être dans une confrontation avec Apple, par exemple, parce que Apple prélève des commissions très importantes sur les ventes de jeux vidéo qui sont réalisées via l'Apple Store, et donc des commissions qui sont jugées trop importantes de la part du studio. Donc là, on est dans des véritables bras de fer qui peuvent donner lieu à des actions en justice. Un autre exemple de ça, c'est Hachette, qui a été dans un bras de fer avec Amazon sur la définition du prix du livre numérique aux États-Unis. Donc la première logique, c'est des acteurs qui vont s'affronter
par rapport à ces géants des plateformes. La deuxième logique, qui est en fait la plus fréquente, c'est la négociation ou des réactions éclatées et opportunistes. C'est-à-dire que la plupart des acteurs de l'aval et de l'amont vont finalement chercher à travailler avec ces plateformes, à collaborer avec elles. Quelques exemples, Google Livres, passer le bras de fer avec Google Livres, les éditeurs français ont finalement noué un ensemble d'accords, français, américains, anglais, un ensemble d'accords avec Google pour autoriser finalement la présence de leurs ouvrages dans le service Google Livres. Les éditeurs, les maisons d'édition, vous disent très clairement qu'Amazon est leur premier client. Elles vont volontiers critiquer Amazon, critiquer ce modèle-là, mais également finalement commercialiser tout simplement leurs ouvrages sur Amazon, qui est leur premier client. Dans le secteur du podcast, les studios de podcasts indépendants, ils vont vous dire aussi, nous, on met nos podcasts sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. On a finalement un usage assez opportuniste. Pareil pour les salles de spectacle. Les salles de spectacle peuvent avoir un discours très critique vis-à-vis de Ticketmaster, mais vont finalement utiliser volontiers cette plateforme, tout comme France Billet ou d'autres grandes plateformes. Et puis, troisième type de réaction, la création de plateformes. Ça aussi, on a pu l'observer, on a fait pas mal d'enquêtes là-dessus, pas mal de papiers. On a vu des acteurs finalement des industries culturelles traditionnelles créer leur propre plateforme en alternative aux géants du numérique. Alors soit elle se situe dans une logique d'extension de service. Extension de service, c'est j'étends mon service à l'univers numérique. Un exemple de ça, c'est De Citre, donc une librairie en ligne, une librairie physique qui propose un service de librairie en ligne. Soit, deuxième possibilité, elles vont dans une recherche d'innovation. Elles vont chercher à exploiter un segment de marché qui a été laissé de côté par les géants du numérique. Un bon exemple de ça, c'est Tank. Tank s'est dit, Netflix n'exploite pas du tout les documentaires de création. Mais je vais créer une plateforme de vidéo à la demande sur les documentaires de création. Hog VOD, pareil, dans la vidéo à la demande, ce sont des films en langue occitane. Un créneau hyper niche, bien sûr, qui n'est pas du tout exploité par les géants du numérique, ou la cinéthèque avec des films de patrimoine. Donc on va exploiter un segment de marché qui a été laissé de côté. Troisième logique, elle crée des plateformes avec des logiques d'alliance. On a vu beaucoup d'acteurs se mettre ensemble pour créer leur propre plateforme. Dans le domaine du livre, ça a été particulièrement marquant. En Belgique, vous avez Librel, par exemple, qui a été soutenu par les pouvoirs publics et qui est lié aussi finalement à l'interprofession du livre. Et puis en France, vous avez des initiatives comme Chez mon libraire, où finalement on se met ensemble pour construire une plateforme commune de librairie en ligne. Et puis enfin, des plateformes qui se veulent vraiment alternatives, avec un discours, cette fois-ci très militant. Un très bon exemple de ça, c'est Soticket, la billetterie coopérative. Là, c'est une alliance de salles de spectacle qui veulent faire face à Ticketmaster, à la Fnac, etc. et proposer leur propre outil de billetterie. Elles ont créé une coopérative dont elles sont chacune membres. Et elles ont développé leur propre plateforme de billetterie qui leur permet de vendre librement leurs billets, de ne pas reverser des commissions qu'elles jugent trop importantes, mais aussi de maîtriser les données personnelles des gens qui achètent des billets. Voilà. Donc on voit une troisième réaction très forte, c'est la création de plateformes. Ce qu'on voit ici, c'est que souvent, ce sont des plateformes qui, mine de rien, occupent une place assez secondaire sur le marché. Un autre phénomène qu'on traite dans le livre, c'est ce phénomène de globalisation. Ce qu'il faut bien voir, comme je disais, c'est que la montée en puissance de ces grandes plateformes se fait quand même largement en faveur, en tout cas chez nous, des contenus d'origine anglo-saxonne. C'est un processus qui n'est pas neuf. Depuis les années 70, on a une critique de l'impérialisme américain qui va être pointé du doigt comme source d'homogénéisation, d'uniformisation, de domination idéologique. Le fait est que quand on s'intéresse
à ce qui est mis en avant sur ces plateformes et à ce qui est effectivement consommé, eh bien, on se rend compte que l'offre est très largement anglo-saxonne et que ce sont des plateformes qui finalement misent aussi sur des marchés occidentaux, mais aussi sur des marchés émergents du pays du Sud, où on va avoir une classe moyenne urbaine connectée qui va partager un certain nombre de valeurs et de préoccupations similaires à la classe moyenne occidentale. Pour le dire autrement, leur cœur de cible, ça va être un style de vie global. Voilà, un style de vie global qui permet de s'adresser à un consommateur situé en Europe, à Paris, à Bruxelles, mais en même temps ou au Brésil, au Mexique, au Japon ou encore aux États-Unis. Pour citer quelques chiffres, sur les plateformes de vidéo à la demande, on a 60% du contenu qui est américain. Sur les plateformes musicales, on a une très forte concentration de l'écoute sur des tubes planétaires. On a 1% des artistes qui concentrent 90% des écoutes. Et quand vous regardez ce 1% des artistes, vous vous rendez compte que ce sont les Taylor Swift et compagnie. Donc on a des audiences qui sont très concentrées. Un autre phénomène qui est intéressant aussi, qui est lié à cette domination américaine, c'est que ça permet aussi aux plateformes finalement de véhiculer à travers des contenus un certain nombre de valeurs. Donc ça, j'ai pas le temps de le développer, mais j'ai pas mal de projets de recherche dessus, mais tout ce qui est sur la diversité, l'inclusion, ce sont des volets qui sont très présents sur les plateformes de vidéo à la demande. On va voir comment ça va évoluer avec le changement de présidence aujourd'hui aux États-Unis. Mais ça... Il y a une logique aussi, on peut y voir aussi une logique de soft power. Donc sur les contenus Netflix, on a bien vu que dans le sillage des mouvements Black Lives Matter, dans le sillage du mouvement MeToo, on avait ici des stratégies de production qui consistent à accorder davantage de visibilité à un certain nombre de minorités et à travailler beaucoup sur un certain nombre de thématiques qui vont dans ce sens-là. Des contenus qui permettent aussi, cet exemple montre bien, d'assurer une bonne présence des produits américains de grande consommation auprès de leur cœur de cible. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite sur Apple, sur les contenus, sur les films et les séries d'Apple, qui a montré en fait un usage extrêmement répandu des placements de produits dans ces films et ces séries. Donc c'était une enquête qui montrait que en fait, dans la série Ted Lasso, c'est une série quelconque production Apple, vous aviez un produit Apple qui apparaissait une fois par minute. Ouais. Une fois par minute, vous aviez un produit Apple à l'écran. Et les produits étaient associés aux personnages positifs, aux gentils. Donc on voit bien, quand on sait que le cœur de cible, vaut mieux. Quand on sait que le cœur de cible d'Apple, quand on sait que le cœur du modèle économique, c'est la vente d'appareils, on voit bien comment on utilise le contenu ici comme un produit d'Apple pour assurer une omniprésence de la marque dans ses contenus. Une logique de globalisation, une logique aussi qu'on appelle de glocalisation. On produit localement des contenus qui ont vocation à s'exporter à travers le monde. Alors ça, Netflix le fait beaucoup. Netflix produit belge, produit français, produit espagnol, etc. On parle de glocalisation parce que lorsqu'on s'intéresse un petit peu de plus près à ces contenus, on se rend compte qu'il y a une certaine forme de standardisation de ces contenus qui sont standardisés pour le marché mondial. C'est vrai pour la vidéo à la demande, c'est vrai pour la musique aussi. Les principales plateformes de streaming musical permettent de produire et de diffuser de la diversité, mais de manière relativement standardisée. Le temps file, alors j'avance. Globalisation, glocalisation, mais il y a quand même des phénomènes locaux qui se produisent. Et donc, dans le livre, on est assez attentif à ça, de se dire que finalement, localement, on voit apparaître des champions nationaux dans tel ou tel territoire
qui se distinguent, qui se signalent. Souvent, c'est lié à des conditions socio-économiques ou des conditions politiques particulières. Pour citer quelques exemples, en Afrique, le leader de la vidéo à la demande, c'est pas Netflix, c'est pas Disney, c'est Showmax. C'est une entreprise sud-africaine. En France, le numéro 2 de la librairie en ligne, c'est la Fnac, ce qui est une entreprise franco-allemande aujourd'hui. En Corée du Sud, qui domine le paysage des plateformes musicales, c'est pas Spotify, c'est pas Apple, c'est une plateforme qui s'appelle Milon, qui est une plateforme locale qui appartient à un grand groupe qui produit des artistes de K-pop. Ou alors, en Moyen-Orient, une plateforme musicale très importante, c'est Angami, qui s'est distinguée justement en diffusant de la musique arabe. Donc il y a des champions locaux des plateformes qu'on voit apparaître. Donc on n'a pas un phénomène uniquement de globalisation ou de glocalisation. La glocalisation vient chercher dans le local des traits culturels qu'on va pouvoir exporter, qu'on va produire sud-coréen pour le marché mondial, par exemple. Mais on a aussi des spécificités nationales, locales, qui s'expriment ponctuellement. Quelle découvrabilité ? Je n'ai pas le temps de trop développer ici, mais c'est vrai que ces changements que j'évoque ici soulèvent un certain nombre aujourd'hui d'interrogations concernant la diversité des contenus culturels, mais surtout leur découvrabilité. Alors qu'il y a un terme qui a été pas mal conceptualisé par des collègues au Canada, au Québec plus précisément. La découvrabilité, c'est la capacité pour des œuvres à être repérées, à être découvertes sur des plateformes. C'est-à-dire que des contenus peuvent être disponibles de manière massive en ligne, ce n'est pas pour autant qu'ils vont être consommés. Une plus grande diversité proposée ne se traduit pas forcément par une plus grande diversité consommée. Et d'ailleurs, on le voit bien quand je citais les chiffres pour la musique, on se rend compte que ce n'est pas franchement le cas. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a quelques facteurs. Enfin, la recherche, j'avais prévu d'en parler, c'est là, mais je vois que le temps file. La recherche sur la découvrabilité, enfin sur la diversité culturelle, a identifié les facteurs qui expliquent ces problèmes de découvrabilité aujourd'hui, qui est devenu un enjeu important de politique publique, dont on parle au niveau européen, mais aussi aujourd'hui au niveau belge de plus en plus. Ce qui nous amène aux indispensables politiques publiques. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les pouvoirs publics ont été jusqu'à présent assez ambivalents vis-à-vis des plateformes. On a pu identifier, nous-mêmes, quand on a fait des entretiens, on a fait des entretiens aussi beaucoup auprès d'acteurs institutionnels, entre fascination et méfiance. Un personnage qui incarne très bien ça en France, c'est Emmanuel Macron, qui va inviter Jeff Bezos pour lui remettre la Légion d'honneur, par exemple. On voit bien une certaine forme de fascination, ou Elon Musk, et en même temps une méfiance qui est notamment portée par les milieux culturels traditionnels, qu'on va au contact de ces acteurs. On se rend compte que ce sont des acteurs qui sont en demande d'action publique, en demande de régulation, en demande de protection. Le soutien, il a tardé à se mettre en place parce que c'est un secteur qui évolue assez vite. Mais le fait est que maintenant, il est largement porté d'abord au niveau européen. Non, la slide ensuite, c'est sur d'autres choses. Alors, au niveau européen, il se développe dans différentes directions que je vais vous détailler ici. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau européen, on va agir sur 4 leviers. Le premier levier, c'est la fiscalité. On a vu de plus en plus de condamnations pour des pratiques d'optimisation fiscale qui a eu lieu au niveau européen. Deuxième levier, sur la loyauté des plateformes. C'est-à-dire qu'on va exiger des plateformes une forme de transparence. Donc là, c'est le RGPD, mais c'est aussi aujourd'hui l'IA Act, qui a été adopté cet été, et dont on pourra aussi éventuellement dire 2 mots. Donc fiscalité, loyauté. Au niveau européen, on va agir sur un 3e levier qui est la concurrence. Et donc effectivement, il y a eu des condamnations dont on parle, qu'on détaille un peu plus dans le livre, qui sont tombées pour des pratiques d'abus de position dominante. Et le dernier levier, c'est la sécurité. Et ça, c'est le Digital Service Act de 2022, qui a pour objectif de lutter pour un Internet plus sûr et donc contre la désinformation, la haine en ligne, etc. Ça, c'est le cadre général au niveau européen.
Et sur les industries culturelles au sens plus strict, au niveau européen, l'action va plutôt porter sur les droits d'auteur et les droits voisins, où là aussi, il y a eu en 2018 une nouvelle directive, et sur l'audiovisuel, qui est là aussi la révision de la directive SMA, qui est un secteur qui est jugé prioritaire. Et puis pour conclure, c'est un peu lynchéen d'avoir le ksh comme ça. Pour conclure, on conclut le livre en se posant la question, mais finalement, qui a gagné, qui a perdu ? Alors c'est pas forcément évident à cette plateformisation de la culture. Les gagnants, les acteurs de la finance qui ont utilisé les grandes plateformes comme des objets de spéculation. Les prestataires et les intermédiaires. On a vu tout un tas de nouveaux acteurs techniques, technologiques qui sont là pour accompagner les acteurs de la culture dans la numérisation, dans la création de leur propre plateforme, dans le développement d'une communication sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu tout un tas de nouveaux métiers, de nouvelles entreprises qui se sont développées là-dessus. On peut dire aussi parmi les gagnants, les usagers, puisque le fait est qu'on a accès à une offre ici très abondante pour un prix relativement très faible finalement par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a 20 ou 30 ans. Les situations sont beaucoup plus contrastées pour les créateurs, les producteurs et les éditeurs de contenu. Là, filière par filière, cette plateformisation de la culture, elle n'a pas forcément apporté... parfois, elle a été positive, parfois, elle a été négative. Si on prend le secteur de la musique, on voit bien que pour l'essentiel des artistes et musiciens, ça a été quand même extrêmement difficile. Enfin, ces plateformes de streaming les rémunèrent très très peu, mais pour une poignée d'entre eux, ça constitue un Eldorado. Pareil, les producteurs audiovisuels aujourd'hui se frottent les mains avec les plateformes de vidéo à la demande. On n'a jamais produit autant de films et de séries, donc c'est plutôt positif. Donc là, filière par filière, on a des situations qui sont contrastées. Par contre, les perdants, ce sont plutôt les acteurs traditionnels de la commercialisation et de la diffusion des contenus culturels, les librairies, les cinémas traditionnels, les disquaires qui avaient déjà un petit peu disparu avec la crise du disque. On voit bien que ces acteurs-là sont ceux qui sont évidemment le plus sur le reculoir avec ces nouveaux acteurs. Et je pense que je vais m'arrêter là pour pouvoir dialoguer avec vous tous et avec mon contradicteur.